Sommes-nous à la veille de la disparition de la monnaie physique? Les transactions numériques gagnent du terrain sur l'argent liquide. L'euro numérique, lui, apporte des solutions, mais fait craindre une perte de liberté et de confidentialité des données personnelles des citoyens. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le dossier des monnaies numériques de banque centrale. Si cette évocation ne vous est pas familière, vous les connaissez peut-être sous le nom de MNBC ou CBDC. Il faut noter que leur mise en place s'accélère et risque de bousculer radicalement la vie des citoyens. Avant de voir avec vous leur impact concret, prenons le temps de bien définir ce qu'est une monnaie numérique de banque centrale. Et pour cela, quelle meilleure explication pourrions-nous trouver que celle donnée par la Banque de France elle-même? Cette dernière la définit comme une nouvelle forme de monnaie sous un format dématérialisé, mais qui resterait complémentaire des formes de monnaie existantes. Pour faire simple, cette monnaie serait très semblable à l'euro actuel, à la seule exception que vous ne pourrez la convertir en argent numéraire au distributeur. La Banque de France avance l'idée que cette évolution permettrait de conserver notre souveraineté économique, non seulement parce que l'ère est à la numérisation des paiements, mais aussi à cause de la tokenisation de la finance. Non, ne partez pas. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle la tokenisation. Dans les faits, il s'agit de pouvoir émettre une action ou un titre financier sous la forme d'un jeton numérique. On dit ensuite qu'il s'agit d'un actif tokenisé. Cette façon de faire est permise notamment grâce à l'existence de la technologie blockchain, dont vous avez probablement entendu parler. L'avantage, c'est que cette technologie a permis des gains d'efficacité importants. L'inconvénient, par contre, c'est que la monnaie de banque centrale classique ne permet pas de payer avec des actifs tokenisés. Par conséquent, ils doivent être réglés avec des cryptoactifs tels que le célèbre Bitcoin. Et c'est ici que commencent les problèmes. Car si les cryptoactifs se démocratisent et permettent des gains de temps, ils ne sont pas sûrs pour autant. Je m'explique. Le rôle de la banque centrale de chaque pays est d'assurer la stabilité financière du pays et de garantir la confiance dans le système financier. En effet, c'est la banque centrale qui garantit que ce billet de 50 € que vous possédez vaut bien 50 €. Peu importe qu'il soit émis par vous ou par une grande société, peu importe aussi qu'il soit sous forme d'un billet ou d'un virement, sa valeur, elle, reste de 50 €. Vous voyez où je veux en venir? Si les règlements d'actifs venaient à se faire en majorité avec des cryptoactifs dont la stabilité n'est pas assurée, l'impact sur la valeur de notre monnaie pourrait être catastrophique. D'où apparaît la nécessité de produire une MNBC pour ne pas se laisser devancer. Mais quid de notre argent liquide? C'est justement pour répondre à cette question que la Commission européenne a présenté deux propositions visant à introduire l'euro numérique. La première souhaite conserver les espèces en conservant leur rôle existant, et surtout afin de garantir qu'il ne soit pas difficile d'en obtenir. Car oui, depuis la dernière décennie, le cash fond comme neige au soleil. Pour vous donner une idée, l'euro en billets et pièces représente 10% de la monnaie en circulation depuis 2002. Mais l'élément le plus intéressant est qu'il a perdu la moitié de ses adeptes, passant de 80% en 2016 à 50% en 2023. La seconde raison, quant à elle, définit le cadre juridique qui régirait la mise en circulation de cet euro numérique. Les plus calés en économie d'entre vous auront certainement remarqué quelque chose dans ce sujet. Nous n'avons pas encore évoqué les banques locales. Et oui, pour ces dernières, cette arrivée est perçue d'un mauvais œil, car elle risque d'être en partie écartée. C'est ce que révèle un rapport de l'organisation UK Finance sur la future livre numérique. En effet, alors que la Banque d'Angleterre envisage d'autoriser la possession jusqu'à 10 000 livres par personne, les banques commerciales, elles, souhaitent redescendre ce plafond à 5 000 livres. Mais quel est le but? Eh bien, pour assurer leur sécurité. En effet, les institutions bancaires craignent que la MNBC contribue à générer des paniques bancaires et donc des fuites de capitaux. Concrètement, les banques sont effrayées à l'idée que leurs clients retirent leurs actifs de chez elles pour y préférer les MNBC. Apparemment, plus sûr. Vous l'aurez compris, cette monnaie numérique pourrait avoir une incidence majeure sur nos libertés civiles en tant que citoyens d'un État, mais aussi sur notre vie privée. La tenue du Forum économique mondial le 28 juin dernier, surnommé l'événement Summer Davos à Tianjin en Chine, le confirme. En effet,
Lors de celui-ci ont été approuvés, et sans équivoque, l'adoption et la prolifération des monnaies numériques des banques centrales. Ainsi, le Forum économique mondial a mis en évidence, au travers d'une série de discussions, le rôle essentiel des partenariats publics-privés pour la mise en place d'un système financier intégré. Des partenariats qui cachent un monde fallacieux où nos données personnelles seraient vendues aux enchères, au plus offrant. Et devinez qui serait le gagnant? Les autorités et le gouvernement, bien entendu, car ces derniers pourront surveiller vos transactions financières avec une précision quasi microscopique. Dans le rapport émis par le Forum économique mondial, on peut y lire que l'objectif est de réduire l'utilisation de l'argent liquide, tout en faisant la promotion des paiements numériques pour une amélioration des connaissances financières. Tout cela, bien sûr, selon le rapport, afin de stimuler la croissance économique et d'accroître l'efficacité, mais aussi en conciliant les préoccupations en matière de protection de la vie privée. Toutefois, ce rapport ne précise pas exactement comment cet équilibre sera assuré. Une échéance qui arrive bientôt, comme l'a confirmé l'économiste et professeur Esward Prasad de l'Université de Cornwall lors d'une conférence récente sur ce sujet. Ce qui est sûr, c'est que les paiements numériques ont déjà pris leur envol, et cela grâce aux smartphones, aux sites sécurisés et aux innovations technologiques. De plus, la crise sanitaire a aussi joué un rôle majeur dans cette mutation en poussant les gens à privilégier les solutions sans contact. L'économiste a attiré l'attention de son auditoire en déclarant « Nous sommes à la veille de la disparition de la monnaie physique », soulignant ainsi la gravité de la situation. Un autre élément marquant est le caractère programmable. Oui, cet argent pourra avoir une date de péremption. Cette restriction sera imposée en fonction des critères étatiques. Il sera potentiellement possible de favoriser certains achats tout en interdisant d'autres. Pour le conférencier Prasad, ces biens interdits par les autorités pourraient être par exemple l'achat d'armes et de munitions, de la drogue, des services ou produits liés à la pornographie. Ou bien être le contraire, c'est-à-dire orienter par exemple telle ou telle politique économique et sociale par le biais de cette monnaie numérique. L'économiste a déclaré toutefois que cela pourrait réellement affecter l'intégrité de la monnaie centrale et l'intégrité et l'indépendance des banques centrales. À ce propos, cette intégration de dates d'expiration dans les MNBC a déjà été discutée par plusieurs banques centrales dans le monde. Ainsi, en 2021, la Banque du Canada avait publié un document intitulé « Meilleur avant, expiration de la monnaie numérique de la Banque centrale et récupération des pertes ». L'institution avait pesé le pour et le contre des dates d'expiration, affirmant qu'une date d'expiration automatiserait la récupération des pertes personnelles. En clair, de quoi s'agit-il? Eh bien, les consommateurs dont l'argent numérique aurait expiré recevraient automatiquement les fonds sur leur compte en ligne sans avoir à déposer une réclamation, selon la Banque centrale canadienne. Un argument convaincant pour la banque, qui pourrait augmenter assez fortement la demande des consommateurs pour l'argent numérique. En matière d'incidence économique, la Banque mondiale a étudié les effets de l'expiration de la monnaie. Ainsi, l'organisation a affirmé qu'il pourrait s'agir d'un outil de politique monétaire potentiel pour stimuler la consommation pendant les récessions ou les pandémies. Concrètement, cela signifie que des frais de portage pourraient s'appliquer sur l'argent numérique, encourageant, ou plutôt incitant, les gens à le dépenser. Une manière d'empêcher ainsi qu'il ne soit thésaurisé. En résumé, pour la Banque mondiale, l'expiration de l'argent augmenterait à la fois la vitesse de circulation de l'argent et l'activité économique globale de la même manière que l'application d'un taux négatif à l'argent numérique. Sur cet aspect, du côté chinois, il a été envisagé des dates d'expiration pour le yuan numérique et même qu'il ne serait plus utilisable s'il n'était pas dépensé dans un délai spécifique. Maintenant que vous maîtrisez un peu mieux les différentes implications de ces monnaies numériques, il y a une fâcheuse conséquence qu'il faut bien avoir en tête. Eh bien, c'est que cette future monnaie pourrait amener des risques importants pour nos libertés. Comment? Eh bien, le premier d'entre eux est relatif à une sorte de globalisation. Tous les objets numériques qui nous entourent récoltent des données sur nous. Et toutes ces données, utilisées pour créer un seul fichier, seraient un outil de surveillance extrêmement puissant pour nos gouvernements. Le sénateur australien Alex Antic semble partager ce point de vue puisqu'il a publié ceci. L'infrastructure pour les futures pandémies est en train d'être mise en place en ce moment. Des villes intelligentes sont mises en place avec la reconnaissance faciale, des caméras et des lecteurs de plaques d'immatriculation.
Ensuite, nous avons des voitures smart, des appareils smart, des lampadaires smart, des maisons smart et des quartiers smart. En tant que client, vous êtes littéralement configuré pour être suivi à travers vos mouvements et votre portefeuille numérique qui arrive. Et une fois les CBDC en place, vous ne pourrez plus dépenser votre argent sans leur approbation. À terme, vous ne pourrez peut-être plus utiliser les services gouvernementaux, partir en vacances ou aller sur Internet. Fin de citation. Nous avons interrogé Antoine Fontaine, président de la CEMAC, collectif du maintien des activités au cœur de la Réunion. Il nous a livré sa perception sur l'avènement de la monnaie numérique. Nous lui avons posé la question de savoir en quoi ce changement, dans la façon de payer et consommer, impactera les habitudes des Réunionnais. Pour lui, évoquer la monnaie numérique, c'est avant toute chose aborder le sujet de l'argent et de la place centrale qu'il occupe. Il a déclaré « C'est intéressant de voir comment l'utopie du capitalisme, en devenant une réalité, a transformé dans le temps le concept de monnaie, moyen ou service des échanges commerciaux pour faire court, en argent, devenu une fin en soi. » Il ajoute que l'argent a la tâche exclusive d'assurer le fonctionnement de la société, à tel point que chaque manifestation de la vie d'un humain passe par l'argent. Il est infiltré dans les moindres recoins de l'existence individuelle et collective. Il conçoit cette mise en place comme un sujet éminemment politique. Il dénonce l'absence de débat sur le sujet. Alors, quelles sont les conséquences réelles sur la vie des citoyens? Et dans ce cas précis, à La Réunion? Eh bien, sa réponse, c'est que cet avènement de la monnaie numérique pourrait accentuer davantage la disparition progressive de l'entrepreneuriat de proximité, jusqu'à sa disparition totale. Cette conséquence en entraînant une autre, une partie encore plus importante de la population sera en situation de dépendance vis-à-vis des charités faites par l'État. Il poursuit en ajoutant « Quant à savoir s'il y aura résistance, nous le saurons, dès lors que cette aptitude inondera suffisamment le socle d'une grande partie de la population avec ce corps social réunionnais. » Pour être complet, tâchons de ne pas oublier le projet de portefeuille numérique européen. Vous ne vous souvenez pas? D'ici 2024, ce nouvel outil devrait être généralisé. Le but en théorie est de faciliter la vie administrative des Européens en regroupant tous leurs documents administratifs dans un seul coffre-fort numérique. Ainsi, il serait bien plus facile de remplir une déclaration fiscale, de louer un appartement ou encore d'ouvrir un compte bancaire. Et pourquoi pas à l'avenir, en avoir besoin pour présenter un pass sanitaire valide. Toutes les démarches qui nous prennent actuellement du temps seraient aussi bien plus vite résolues. Lors d'un contrôle de police, ce simple portefeuille pourra prouver que vous avez le permis, que vous êtes assuré, que vous n'avez pas de contre-indication médicale à la conduite. Le tout en quelques secondes et en un rapide coup d'œil. Ainsi, ce portefeuille numérique complétera avec l'euro numérique les innovations en 2024. Mais ces deux outils, malgré les intérêts qu'ils présentent, dévoilent quand même des arêtes tranchantes, notamment en ce qui concerne l'utilisation qui sera faite des données ainsi obtenues. C'est pour cette raison que la CNIL elle-même appelle à ouvrir un débat démocratique sur ce sujet. D'ailleurs, cette évolution n'est pas sans susciter des craintes. Mais rassurez-vous, pour connaître les inquiétudes des citoyens, la Banque centrale européenne a effectué une consultation publique sur l'euro numérique. Il ressort que la confidentialité est le point d'inquiétude majeur pour 43% des personnes ayant répondu. Une inquiétude si forte que même la sécurité ne la suit que de loin, en étant le point le plus important pour seulement 18% des répondants. Aussi, comment préserver notre liberté et notre vie privée face à un système qui pourrait tout savoir sur nos dépenses? Ces questions, qui sont légitimes, appellent à une réflexion collective sur l'avenir de la monnaie. Cette consultation montre bien qu'à une époque où les GAFAM affichent une réelle puissance et où le crédit social chinois fait peur aux citoyens libres, la liberté et le respect de la vie privée demeurent des valeurs chères. Alors, doit-on prendre le risque de les échanger contre une vie administrative plus facile? À vous de nous le dire dans les commentaires. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin les uns des autres et restez libres.
Bienvenue, ceci est un épisode spécial de NTD. En cette nouvelle année, NTD a l'honneur et le privilège unique de publier un article récent de Monsieur Li Hongshi. Li Hongshi est le fondateur du Falun Dafa, une pratique spirituelle qui compte des millions de pratiquants et de sympathisants dans le monde. Cette pratique est focalisée sur la vérité, la compassion et la tolérance. En plus d'apporter à nos téléspectateurs des informations non censurées et impartiales, nous promouvons également ce que nous croyons être des valeurs universelles qui élèveront notre public. Nous sommes heureux de vous présenter cet article. Pourquoi l'humanité existe-t-elle ? Tout d'abord, je profite de l'occasion du Nouvel An chinois pour vous saluer. Comme c'est le Nouvel An, l'usage est de souhaiter ses bons vœux. Des mots que l'on aime entendre, mais je vois le danger qui se rapproche pas à pas de l'humanité. C'est pourquoi les divinités et les Bouddhas m'ont demandé de prononcer quelques mots qu'ils souhaitent adresser à tous les êtres du monde entier. Chaque phrase fait partie des secrets célestes. C'est dans le but de faire connaître la vérité aux gens et de leur donner encore une chance d'être sauvés. Pourquoi l'humanité existe-t-elle ? De sa naissance à sa fin, l'univers doit traverser le très long processus des 4 étapes de formation, stabilité, dégénérescence et destruction. Une fois que l'univers a atteint la fin du processus final de destruction, tout ce qui est contenu dans le corps céleste, y compris l'univers dans lequel nous vivons, sera instantanément désintégré et n'existera plus. Toutes les vies seront anéanties. La mort n'est que la dégradation et le vieillissement du corps superficiel, tandis que l'esprit originel de l'homme, son vrai moi ne meurt pas, se réincarnera dans sa prochaine vie. L'univers a la formation, la stabilité, la dégénérescence et la destruction. Un être humain a la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Ce sont les lois de l'univers. Les divinités aussi ont ce processus, mais il est très long. Plus une divinité est grande, plus le processus est long. Leur naissance et leur mort se font sans souffrance, et elles restent lucides dans le processus. C'est comme changer de veste. Ce qui veut dire que de manière générale, les vies ne meurent pas. Si l'univers et le corps céleste se désintègrent dans la dernière étape de formation, stabilité, dégénérescence et destruction, la réincarnation n'existera plus pour les vies. Toutes les vies et matières n'existeront plus. Tout se transformera en poussière, tout retournera au néant. Aujourd'hui, le monde humain est en train de connaître la dernière étape de la destruction dans formation, stabilité, dégénérescence et destruction. Plus rien à la fin de cette étape finale n'est bon. C'est pour cela qu'il y a la destruction. C'est pourquoi la société actuelle est dans un tel désordre. Les gens n'ont plus de pensée bienveillante, la sexualité est débridée, le cœur est perverti, la drogue prolifère, on ne croit plus aux divinités, etc. Les phénomènes chaotiques sont légion, c'est inévitable lorsque le corps céleste arrive à la fin. Cela veut dire que le moment est arrivé. Le Créateur chérit les divinités et les nombreuses vies qui sont merveilleuses et bienveillantes, ainsi que les merveilleuses créations qu'il y a dans le corps céleste. C'est pourquoi au début de la dégénérescence, il a emmené un groupe de divinités et est venu dans la partie la plus externe du corps céleste, qu'on dit globalement être en dehors du monde de Fa, où il n'y a pas de divinité, et il a créé la Terre. La Terre ne peut pas exister indépendamment. Il doit y avoir des structures célestes correspondantes qui forment un système circulatoire entre les vies et les êtres vivants. Pour cela, le Créateur a construit un grand périmètre autour de la Terre que les divinités appellent les 3 mondes. Avant que le moment du salut ne soit arrivé à la fin de la dernière étape, aussi haut que soit le niveau de la divinité, elle ne peut pas entrer et sortir à sa guise des 3 mondes sans l'accord du Créateur. Dans la sphère des 3 mondes, on distingue 3 grands mondes pour les êtres sur Terre, y compris les êtres humains. Ce niveau s'appelle le monde du désir. Au-dessus du monde du désir, il y a le 2e monde qui s'appelle le monde de la forme. Encore au-dessus, il y a le 3e monde, le monde du sans forme. Chaque monde est plus élevé et plus beau que le précédent, mais aucun n'est comparable au royaume céleste des mondes de Fa et au-dessus des mondes de Fa. Ce que les êtres humains appellent en général le ciel, c'est en fait le ciel à l'intérieur des 3 mondes, du monde de la forme et du monde du sans forme. Comme chaque monde a 10 niveaux de ciel, à l'intérieur des 3 mondes, il y a en tout 33 niveaux en comptant les 3 mondes eux-mêmes.
Les êtres humains vivent dans le monde du désir. C'est le niveau le plus bas, avec l'environnement le plus mauvais et le plus hostile. La vie humaine est courte et pleine de souffrances. Le plus effrayant, c'est qu'il n'y a pas de principe droit dans le monde humain. Dans l'univers, les principes humains sont inversés, à l'exception des principes du fait que les divinités enseignent à l'humanité. Par exemple, le vainqueur devient le roi, les armées conquièrent le monde, les forts deviennent des héros, etc. Rien de tout cela n'est un principe droit aux yeux des divinités. Tout cela est obtenu en tuant et volant. L'univers et les divinités n'agiraient pas ainsi, mais ici, chez les êtres humains, c'est obligé. On peut le faire, ce sont les principes du monde humain. En comparaison avec les principes de l'univers, ce sont des principes inversés. Donc pour retourner au ciel, il faut se cultiver selon les principes droits. Certains pensent qu'ils sont très bien, parce qu'ils mènent une vie un peu meilleure que les autres. Ils trouvent que c'est très bien, mais ce sont seulement des hommes qui se comparent à d'autres hommes dans ce monde. En réalité, tous vivent dans le tas de déchets de l'univers. Les trois mondes sont construits dans la partie la plus externe de l'univers et du corps céleste. Tout ici est composé de molécules, d'atomes, etc. Les particules les plus grossières et les plus sales. Aux yeux des divinités, c'est ici que l'on évacue les déchets de l'univers. C'est pourquoi les divinités considèrent les molécules, ce niveau de particules, comme de la boue. C'est le niveau le plus bas. C'est aussi le sens originel de ce que disent les religions. Dieu créa l'homme avec de la boue. C'est pour dire qu'en fait, les divinités ont utilisé la matière de ce niveau fait de molécules pour créer l'être humain. Les divinités ont créé les êtres humains sur ordre du Créateur. Il a dit à différentes divinités de façonner des êtres humains d'apparence différente en se référant à leurs propres images. C'est pour cela qu'il y a des hommes de la race blanche, de la race jaune, de la race noire, etc. Seule leur apparence est différente. Les vies à l'intérieur ont été données par le Créateur, donc elles ont toutes la même valeur. Le Créateur a demandé aux divinités de créer les êtres humains dans le but de s'en servir à la fin de la dernière étape, au moment de sauver les êtres de l'univers et du corps céleste, y compris les nombreuses divinités. Alors pourquoi le Créateur a-t-il demandé aux divinités de créer l'humanité dans un environnement aussi mauvais et inférieur? Parce que c'est le niveau le plus bas de l'univers, où il y a le plus de souffrance. C'est dans la souffrance qu'on peut cultiver et pratiquer. C'est dans la souffrance qu'on peut éliminer le karma des péchés. Si même dans la souffrance, on peut rester bienveillant et avoir de la gratitude, être une bonne personne, c'est ça l'élévation de soi. De plus, le salut est un processus qui va du bas vers le haut. Il commence forcément à l'endroit le plus bas. Les vies vivent ici dans la souffrance. Il y a aussi des conflits d'intérêts entre les personnes. Et dans l'environnement le plus mauvais et le plus hostile, les êtres humains doivent travailler dur mentalement et physiquement pour survivre, etc. Tout cela peut fournir aux vies une opportunité de s'élever et d'éliminer leur karma. Dans la souffrance, on peut éliminer le karma, c'est une certitude. Si même dans la souffrance et les conflits, quelqu'un peut garder la bienveillance, il accumulera des mérites et de la vertu et sa vie obtiendra l'élévation. Arrivé à l'époque moderne où le Créateur doit utiliser le corps humain pour sauver les vies de l'univers, les vies originelles dans les corps humains ont pour la plupart été remplacées par des divinités qui se sont réincarnées en êtres humains. Parce qu'avec un corps humain, on peut éliminer le karma des péchés dans la souffrance et en même temps, en l'absence de principes droits, si on peut préserver les principes droits transmis par les divinités, si on peut préserver sa bienveillance, alors cet être obtiendra l'élévation. La fin de l'étape finale est déjà là, les portes du ciel des trois mondes sont déjà ouvertes, le Créateur est déjà en train de choisir ce genre de personnes pour les sauver. Dans le processus de formation, stabilité, dégénérescence et destruction, plus rien n'est pur dans les corps célestes et l'univers. Plus rien n'est aussi bon qu'au moment de la formation. C'est pour cela qu'on avance vers la destruction. Ce qui veut dire que tout dans les corps célestes a dégénéré. Il n'y a plus aucune vie aussi bonne qu'au début. Les vies ne sont plus pures, elles ont toutes du karma des péchés. C'est pourquoi il y a la destruction. Les religions appellent ce karma le péché originel. Pour sauver le corps céleste et l'univers, le Créateur a demandé à la multitude de divinités et de seigneurs de descendre dans ce monde, pour devenir des hommes dans cet environnement. Endurer des épreuves, s'élever, éliminer les péchés, se remodeler pour pouvoir retourner au ciel. Parce qu'en même temps qu'il sauve les êtres humains, le Créateur est aussi en train de recréer l'univers.
Le nouvel univers est absolument pur et merveilleux. Si l'être humain peut préserver une pensée bienveillante dans cet environnement difficile, s'il peut conserver les valeurs traditionnelles face aux assauts des conceptions modernes, maintenir sa croyance dans le divin face aux assauts de l'athéisme et de la théorie de l'évolution, ce genre de personne pourra atteindre l'objectif d'être sauvé et de retourner au royaume céleste. Tous ces phénomènes chaotiques ont été arrangés par les divinités pour le moment final, dans le but de tester si les êtres peuvent ou non être sauvés. En même temps, pendant ce processus, la souffrance permet d'éliminer le karma des péchés. Tout est pour sauver les gens et qu'ils retournent dans le monde des royaumes célestes. Alors cela veut dire que la vie d'un homme dans ce monde n'est pas faite pour un quelconque accomplissement social. Quand l'homme fait des efforts, qu'il lutte, qu'il cherche à obtenir des choses par tous les moyens, tout cela ne peut que le rendre mauvais. Le but d'être un être humain en descendant dans ce monde, c'est d'éliminer le karma des péchés. Le but est de bien se cultiver soi-même. Venir en tant qu'être humain dans ce monde, c'est pour être sauvé. C'est pour attendre que le Créateur les sauve et pour retourner dans leur monde céleste qu'ils sont devenus hommes, accumulant mérite et vertu vie après vie pendant qu'ils attendaient. C'est aussi là le but du cycle de la réincarnation de l'homme. Ce monde chaotique est fait pour l'accomplissement des êtres. Cependant, face aux difficultés, il y en a certains qui demandent aux divinités de les aider, et comme ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, ils commencent à haïr les divinités et vont jusqu'à s'opposer aux divins, entrant ainsi dans une voie démoniaque et créant un nouveau karma des péchés. Que ce genre de personnes reviennent vite sur leurs pas et demandent pardon aux divinités. Ainsi, en se repentant, l'espoir sera en vue. En fait, tout dans la vie humaine, tout ce que l'on doit avoir et ce que l'on ne doit pas avoir, tout est décidé par ce qu'on a fait de bien ou de mal dans la vie et l'existence précédente qui engendre des conséquences dans la vie et l'existence suivante. La quantité de bénédiction dans cette vie ou dans la vie suivante est déterminée par le bonheur et la vertu accumulée dans la vie précédente. Avec beaucoup de bonheur et de vertu, il est possible de les échanger dans la vie suivante contre une position élevée et un salaire abondant. On peut aussi les échanger contre toutes sortes de richesses et de bénédictions, y compris une famille heureuse ou non, et même ce que seront les enfants. C'est la raison fondamentale pour laquelle certains sont riches, d'autres sont pauvres, certains sont de hauts fonctionnaires, d'autres sont sans abri. Ce n'est pas comme la théorie diabolique de l'égalité des biens prônée par le Parti communiste pervers. L'univers est juste, les bonnes actions sont récompensées par des rétributions de bonheur. Les mauvaises actions doivent être remboursées. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la vie suivante. C'est un principe absolu du fa de l'univers. Le ciel, la terre, les divinités et le Créateur sont compatissants envers les êtres. Le ciel, la terre, les êtres humains et les divinités ont tous été créés par le Créateur. Il ne va absolument pas être bon pour certaines vies et pas bon pour d'autres. La rétribution de cause à effet est la raison fondamentale pour avoir ou non des bénédictions dans la vie humaine. La manifestation du gain et de la perte en réalité semble une manifestation normale dans la société, mais fondamentalement, c'est l'être lui-même qui a créé la cause et l'effet. Toutefois, avoir ou ne pas avoir, le gain et la perte, cela se manifeste sous des formes qui se conforment à l'état de la société. C'est pourquoi, que tu sois riche ou pauvre dans ta vie, il faut absolument bien agir, te réfréner de mal agir, maintenir la bonté, respecter le ciel et les divinités, aider ton prochain avec joie. C'est ainsi qu'on accumule bonheur et vertu et qu'on aura des rétributions de bonheur dans la vie suivante. Dans l'ancienne Chine, les gens âgés disaient souvent qu'il ne fallait pas en vouloir au ciel et à la terre de souffrir en cette vie. Il fallait faire plus de bonnes actions et accumuler plus de vertus. Alors tout irait bien dans la vie suivante. Ce qui veut dire que même si tu demandes de l'aide aux divinités, cela ne servira à rien si dans ta vie précédente, tu n'as pas bien agi et que tu n'as pas accumulé de la vertu. L'univers a ses critères de fa, même les divinités doivent s'y conformer. Si une divinité a fait ce qu'il ne fallait pas, elle aussi sera punie. Ce n'est pas aussi simple que les hommes le pensent. Les divinités devraient-elles te donner tout ce que tu veux ? La condition, c'est que tu dois avoir accumulé bonheur et vertu dans ta vie précédente pour pouvoir les échanger contre ce que tu veux. C'est le principe du fa de l'univers qui l'a déterminé. Mais fondamentalement, ce n'est pas le but essentiel d'accumuler bonheur et vertu.
Le plus important dans le fait d'avoir accumulé beaucoup de bonheur et de vertus dans sa vie est de les utiliser pour paver le chemin de son propre retour au ciel, plutôt que de les échanger pour les bonheurs éphémères de la vie humaine. Votre maître Li Hongshi, le 29e jour du 12e mois de l'année Jianyin, le 20 janvier 2023. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez lire l'article, vous pouvez le trouver sur ntdtv.fr. Nous vous souhaitons une merveilleuse et heureuse année à venir. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. La Chine développe son armée et se prépare à une bataille dans le Pacifique. Et cela pourrait conduire à la Troisième Guerre mondiale. Bien sûr, cela semble terrifiant. La vraie guerre est terrifiante. Si seulement la Chine pouvait satisfaire son besoin de puissance et de conquête de manière inoffensive. C'est possible avec le sponsor d'aujourd'hui, Conflict of Nations. Dans ce jeu, vous devez élaborer des stratégies, construire une armée et participer à des batailles pour dominer vos adversaires. Conflict of Nations est un jeu de stratégie en ligne gratuit, joueur contre joueur, auquel vous pouvez jouer sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Vous pouvez choisir un pays réel que vous représenterez dans votre combat pour gagner la Troisième Guerre mondiale. Vous pouvez construire votre complexe militaro-industriel, faire de la recherche et du développement, et fabriquer des armes, tout comme le fait la Chine dans la vraie vie, ce que j'aborderai dans cet épisode. Dans Conflict of Nations, en revanche, vous devez vous battre. J'espère que vous n'aurez pas à le faire dans la vraie vie. Quoi qu'il en soit, jetez un coup d'œil au jeu. Conflict of Nations offre un cadeau spécial aux spectateurs de Chine non censurée. Cliquez sur le lien ci-dessous et recevez 13 000 pièces d'or, plus un mois d'abonnement premium gratuit. Mais l'offre n'est valable que pendant 30 jours. Cliquez donc ci-dessous. Revenons à la vie réelle, dans laquelle la Chine veut conquérir le plus de territoires possible. Un peu comme dans le jeu. Et comme dans Conflit des Nations, elle ne se contentera pas de contrôler Taïwan. C'est comme dans ce vieux livre pour enfants. Si vous donnez un biscuit à une souris communiste, elle essaiera de prendre d'autres biscuits par la force. Depuis des décennies, la Chine et son parti communiste ont les yeux rivés sur la mer de Chine méridionale et sur le Pacifique. En dominant le Pacifique, la Chine contrôlerait les routes commerciales les plus précieuses du monde et pourrait contraindre des pays comme le Japon à lui obéir. Elle serait également en mesure d'écarter l'influence américaine de l'Asie et d'isoler des alliés américains comme l'Australie. La Chine est consciente de l'importance stratégique du Pacifique, c'est pourquoi elle développe son armée à un rythme alarmant, surtout si on la compare à celle des États-Unis. Selon le général de division de l'armée de l'air américaine Cameron Holt, la Chine acquiert de nouvelles armes 5 à 6 fois plus vite que les États-Unis. Ce qui est alarmant puisque, vous savez, l'Amérique aime ses armes. C'est un peu la raison d'être des États-Unis. Ce serait comme découvrir que la Corée du Nord dépasse le Canada en matière d'acquisition de Poutine. Et la Chine peut fabriquer des armes bon marché. Selon Holt, en parité de pouvoir d'achat, la Chine dépense environ $1 contre $20 pour l'Amérique pour atteindre la même capacité. La marine chinoise, en particulier, bénéficie d'un coup de pouce important. Selon Carlos Del Toro, secrétaire d'État à la marine américaine, la Chine possède 13 chantiers navals. Dans certains cas, un chantier naval a une capacité supérieure à celle de tous les chantiers navals américains réunis. D'accord, mais ce n'est pas la taille du chantier naval qui compte, c'est le mouvement de l'océan. C'est du moins ce que j'ai entendu dire. En comparaison, les États-Unis ne disposent que de 7 chantiers navals capables de construire de grands navires et les 4 chantiers navals publics de la marine ont tous plus de 100 ans. En outre, les installations aéronautiques de la marine vieillissent vraiment. Et pas bien, comme Paul Rudd, plutôt comme Mickey Rourke. Le rapport du Pentagone sur la puissance militaire de la Chine en 2022 indique que la marine de l'Armée populaire de libération de la Chine est numériquement la plus grande marine du monde, avec une force de combat globale d'environ 340 navires et sous-marins. Mais cela n'inclut pas les quelques 85 navires et embarcations de patrouille qui transportent des missiles de croisière anti-navires, ou leurs jet skis équipés de lances, utilisés pour les joutes nautiques. D'accord, ce n'est pas confirmé, mais je n'en doute pas. Selon un rapport plus récent du Congrès sur l'armée chinoise, la force de frappe globale de la marine chinoise devrait atteindre 400 navires d'ici 2025 et 440 navires d'ici 2030. À titre de comparaison, les États-Unis ne devraient disposer que de 290 navires de combat à la fin de l'année 2030. Mais il ne s'agit pas seulement du nombre de navires, il s'agit aussi des types de navires. Je vous en dirai plus après la pause.
Bienvenue à nouveau. La Chine développe son armée pour affronter les États-Unis et leurs alliés, en particulier sa marine. Mais le développement naval de la Chine est en effet principalement axé sur une chose: les missiles. Beaucoup de missiles. En particulier les missiles hypersoniques, destinés à cibler les navires en mouvement en mer. Vous souvenez-vous du bon vieux temps, où la seule chose que vous aviez à craindre sur l'eau étaient les requins, à la place, vous savez, des missiles chinois? Tout à coup, les mâchoires ressemblent à une comédie d'été. Une grande partie de l'augmentation de la flotte chinoise, jusqu'à présent, provient de la production accrue, depuis le milieu des années 2000, de petits navires mobiles, notamment des patrouilleurs, des corvettes et des frégates armées de missiles. Les petits navires de combat de surface de ce type devraient augmenter de plus d'un tiers au cours des 2 prochaines décennies. Les missiles voleront. Bien entendu, tous ces chiffres ne concernent que les petits navires militaires officiels de la marine chinoise. La Chine disposera d'encore plus de bateaux avec sa milice maritime. Et vous pensiez que je plaisantais? Dans le même temps, la Chine va se doter de croiseurs et de destroyers encore plus puissants, en particulier les plus récents, comme le Luang 3 type 05-2D et le Renhai type 055. Les navires de plus grande taille, ainsi que les sous-marins lanceurs de missiles balistiques et les sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire, devraient doubler d'ici à 2040. Il en va de même pour les porte-avions chinois. Au total, l'Office américain du renseignement naval prévoit que d'ici 2030, la force maritime de la Chine comptera plus de 800 navires de guerre, des gardes-côtes quasi-militaires et de grands navires de milice maritime. La Chine ne lésine pas non plus sur le soutien aéronaval. Selon l'Institut international d'études stratégiques, la Chine dispose d'une flotte de quelques 200 bombardiers et 1400 avions de chasse. En supposant qu'un tiers seulement soit déployé au cours d'une guerre totale, la Chine pourrait lancer 1400 missiles terrestres et antinavires de précision par jour. Et qui sait combien de ballons espions, en fonction de la quantité d'hélium dont elle dispose. En outre, la Chine remplace ses petits navires amphibies par des navires beaucoup plus grands, y compris ceux qui peuvent potentiellement lancer des avions et des drones. Les drones sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important à mesure que la technologie progresse, et la Chine se prépare à ce que les États-Unis et d'autres pays les utilisent également. Nous ne savons pas si ces drones seront équipés d'un chat GPT, afin qu'ils puissent se parler entre eux au milieu de la bataille. Tant qu'à faire une guerre des robots, autant s'amuser un peu. Avec toutes ces discussions sur le renforcement de l'armée, un facteur clé est la logistique. Je vous en dirai plus après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Tous les équipements militaires du monde sont inutiles sans une bonne logistique. Sans une bonne logistique, une nation ne peut pas soutenir le combat à long terme. Après tout, à quoi sert-il d'avoir des navires puissants s'ils n'ont pas de carburant et de munitions? Tout ce que l'on obtient alors, c'est encore plus de logements chinois dans lesquels personne ne veut vivre. C'est pourquoi la Chine suit la voie tracée par le Japon impérial avant la guerre dans le Pacifique, tout en tirant les leçons de ses échecs. La Chine a étudié comment le Japon impérial a échoué à repousser les États-Unis, en partie à cause d'une mauvaise logistique et de son incapacité à s'attaquer aux faiblesses logistiques des États-Unis. Ce qui n'est qu'une manière élégante de dire « si vous vous attaquez au roi, vous ne devez pas le rater ». Je suis presque sûr que c'est Patton qui a dit ça. Selon Toshi Yoshihara, du Centre d'évaluation stratégique et budgétaire, aujourd'hui, l'APL apprécie que la prouesse logistique, du type de celle dont les États-Unis ont fait preuve pendant la guerre du Pacifique, soit essentielle à ses ambitions mondiales. C'est pourquoi la Chine a besoin de bases avancées, de navires de transport et de logistique, et d'installations de soutien si elle veut conquérir le Pacifique. La Chine le sait, et c'est pourquoi elle progresse déjà sur ce front. Elle tend la main à d'autres pays pour établir sa présence militaire dans des bases préexistantes, y compris celles utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit là d'une répétition de l'histoire. La Chine crée également ses propres bases à partir de rien, en construisant des îles artificielles en mer de Chine méridionale. Après une décennie de travaux, certaines de ces bases sont aujourd'hui remplies à ras-bord d'infrastructures militaires. Il s'agit notamment de pistes d'atterrissage pour les avions, de ports, d'équipements de communication tels que des dômes radars et des tours de communication, ainsi que de vastes complexes résidentiels. Malheureusement, il n'y a pas un seul Starbucks en vue. Bonne chance pour garder le moral lorsque la seule chose qui alimente vos soldats est un café brûlé sans saveur, au lieu du café brûlé plein de saveurs de Starbucks. Dans l'ensemble, ces îles artificielles ont considérablement renforcé le pouvoir chinois en mer de Chine méridionale. Non seulement la Chine s'étend en mer de Chine méridionale et se prépare à envahir Taïwan,
mais elle franchit également les premières et deuxièmes chaînes d'îles pour préparer le terrain en vue de dominer le Pacifique. Cela inclut l'établissement de partenariats et d'une influence dans des îles du Pacifique telles que les îles Salomon. Bien entendu, la Chine nie être en train de construire une base navale dans ces îles. Elle affirme qu'elle n'établit pas de partenariat dans ce lieu militaire parfaitement stratégique à des fins de guerre. Elle le fait simplement parce que, regardez ça. Mais la Chine finance des projets d'infrastructure qui pourraient avoir un double objectif. Le plan logistique de la Chine pour son expansion dans le Pacifique ne se limite pas non plus à cette partie du monde. En tant que grande puissance manufacturière, la Chine a ses longs doigts bien ancrés dans le commerce mondial et elle en profite. La Chine a une approche globale de la société pour faire avancer ses projets, ce qui signifie que tout ce qui est civil peut être utilisé à des fins doubles, pratiquement au pied levé. C'est pourquoi toute idée de contrôle chinois, même partiel, sur les ports, soulève des inquiétudes en matière de sécurité. La milice maritime chinoise en est un exemple. Les navires scientifiques et les bateaux de pêche chinois sont techniquement civils, mais ils servent à renforcer les capacités navales et la portée de la Chine en permettant d'espionner ou de harceler les voisins, avec une possibilité de déni plausible. La Chine pourrait armer les ports civils. Même les conteneurs d'expédition et les grues pourraient constituer une menace. Les chantiers de construction pourraient être terrorisés par une menace géante et rouge. Appelé Mario, il est le seul à pouvoir les arrêter. C'est effrayant quand on sait que la Chine produit 96% des conteneurs d'expédition du monde, plus de 80% des grues de quai du monde, et possède 7 des 10 ports les plus fréquentés du monde, y compris Hong Kong. Avec toutes ces cartes en main, la Chine serait-elle en mesure de remporter un succès militaire dans le Pacifique si les choses allaient dans ce sens? La proximité de ses côtes est une chose, mais même avec tout cela, projeter sa puissance plus loin dans le Pacifique présente de nombreux défis que les États-Unis ont déjà perfectionnés au fil des décennies. S'il est possible pour la Chine d'utiliser ses navires marchands civils pour assurer le ravitaillement en cours de route des opérations chinoises en haute mer, certains problèmes se posent. Plus la marine chinoise sera importante, plus elle aura besoin de ravitaillement. Bien que les navires civils puissent faire l'affaire, le meilleur moyen de transférer des cargaisons volumineuses est d'utiliser des navires de ravitaillement en route, en particulier lorsqu'il y a des bases moins amicales à proximité. L'Australie en possède actuellement un pour 5,5 navires de combat de surface et les États-Unis un pour 6,2. La Chine connaît l'importance de ces navires et c'est pourquoi elle construit ses propres navires de soutien. La Chine peut désormais disposer de 12 navires de ravitaillement en cours de route, soit 1 pour 7,1 navires de combat de surface en mer. La question est de savoir si la Chine peut assurer la sécurité de sa flotte de soutien. La Chine aura encore plus de navires légèrement armés à défendre, surtout s'ils se trouvent à portée des sous-marins nucléaires américains, des chasseurs furtifs et des bases voisines. Et la Chine n'aura pas seulement affaire aux États-Unis. Elle devra également faire face à ses alliés américains. Et peut-être même avec l'OTAN. Il s'avère que l'inconvénient de déclarer la guerre à tout le monde, c'est qu'il faut entrer en guerre avec tout le monde, et sans même un Starbucks. Mais la plus grande menace à laquelle la Chine est confrontée est peut-être Taïwan Ouest. Ce même provient en effet d'un tweet de notre sponsor, Conflict of Nations. Parce que dans la Troisième Guerre mondiale, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et lorsque vous jouerez à Conflict of Nations, vous verrez. Quel que soit le pays que vous représentez dans le jeu, ce sera un défi amusant et épique. N'oubliez pas, cliquez sur le lien ci-dessous et obtenez gratuitement 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. Cette offre n'est valable que pendant 30 jours. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois. Le mois dernier, l'équipe de Nouvel Angle est partie à la découverte de la région métropolitaine de Lisbonne et du centre du Portugal, des régions chargées d'histoire et parsemées à la fois de lieux sacrés et d'une dense végétation qui s'étend d'imposants massifs montagneux à de magnifiques plages ourlées d'un océan apprécié des surfeurs venus du monde entier. Pour notre public, nous avons élu les 8 sites incontournables à voir lors d'un voyage au centre du Portugal, de Lisbonne en passant par la province de l'Estremadura jusqu'à la pointe sud de la Costa de Prata.
Elle inspire les visiteurs comme les professionnels de la littérature ou du cinéma, de par sa lumière particulièrement douce et limpide. Lisbonne est la ville la plus ancienne de l'Europe occidentale, avec plus de 20 siècles d'histoire. À partir du Bairro Alto, traditionnel quartier à l'âme lisboète, sautons dans un tramway afin de rejoindre les hauteurs à la découverte du château Saint-Georges, dont les premières fortifications construites datent du 1er siècle avant Jésus-Christ. Nous nous éloignons du centre pour nous rendre à la tour de Belém, qui gardait autrefois l'entrée du port de Lisbonne, à une époque où l'empire colonial portugais, l'un des plus grands de l'histoire de notre humanité, régnait en maître. Nous en profitons pour admirer le monastère des Hiéronymites ainsi que le monument aux découvertes, tous deux érigés à la mémoire des navigateurs portugais. Le réseau du tramway de Lisbonne dessert la capitale portugaise. Les premiers tramways qui ont fonctionné à Lisbonne à partir de 1873 étaient tirés par des chevaux. Les Elétricos, les tramways électriques que nous connaissons aujourd'hui, sont entrés en service en août 1901. Sur la rive, il vous sera possible d'admirer le pont du 25 avril, dont les plans sont inspirés du Bay Bridge qui relie les villes de San Francisco et d'Auckland. Son nom fait référence à la date de la Révolution des œillets, qui en 1974 conduit à la chute du régime dictatorial de Salazar. De l'autre côté de la rive, le sanctuaire du Christ-Roi d'Almada, qui veille sur la ville de Lisbonne, s'élève sur le sommet d'une falaise, dominant de 133 mètres les eaux du Tage. Sur la place du commerce, où se trouvait autrefois le Palais Royal, nous profitons de sonorités brésiliennes qui se mêlent à une brise océanique vivifiante. À 30 minutes en voiture de la capitale, nous pénétrons dans les forêts luxuriantes du parc d'Apena, un parc de 85 hectares peuplé d'espèces indigènes et exotiques du monde entier. Sur l'une des cimes des monts de Sintra, le palais national de Pena, commandé par le roi Ferdinand II, brasse un éventail de styles architecturaux. Il donne sur un édifice plus ancien, le Château des Morts, dont les premières fortifications datent de la conquête musulmane de la péninsule ibérique. Ericeira est une charmante ville de pêcheurs, ainsi que l'un des lieux privilégiés d'une communauté internationale de surfeurs aguerris. Elle se situe à une dizaine de kilomètres de la localité de Mafra, réputée pour son immense palais national, couvent franciscain d'architecture baroque et néoclassique qui était autrefois une résidence royale. Nous poursuivons notre escapade en direction du nord pour nous arrêter à Péniche, la ville la plus à l'ouest du continent européen. Ses vagues parfaites et l'étendue de ses côtes fait de la ville une destination idéale pour les amateurs de sensations fortes. La ville est également l'un des principaux sites de pêche au monde et la fraîcheur des poissons et des fruits de mer permet d'exquis moments de restauration. Au nord de la presqu'île de Péniche, une petite péninsule volcanique et de calcaire, appelée l'îlot de Papoa, présente une faune et une flore extrêmement diversifiées, dont certaines espèces endémiques.
Enfilons-nous dans la ville médiévale fortifiée d'Obidos, un labyrinthe de rues et de maisons blanches qui devint la maison des reines au XIIIe siècle, lorsque le roi Denis Ier l'offrit à son épouse Isabelle d'Aragon. Dans l'enceinte des murailles se trouve également un château bien préservé, désigné comme l'une des 7 merveilles du Portugal. Il domine la colline depuis l'époque des Maures, mais a été agrandi une fois ceux-ci chassés par les Portugais au XIIe siècle. Nazaré, c'est une ville à la tradition des jupes aux 7 jupons. Autrefois, les femmes vivant à Nazaré portaient 7 jupes pour des raisons esthétiques, mais probablement aussi pour se protéger du froid en attendant le retour de leurs maris et de leurs enfants partis à la pêche. Le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima est un grand centre de pèlerinage marial catholique situé à Cova da Iria dans la ville de Fatima au Portugal. Ce lieu bien connu des fidèles, l'un des principaux sanctuaires mariaux du monde, accueille chaque année environ 5 millions de visiteurs, venus commémorer un événement qui a bouleversé le monde de la chrétienté au cours de l'année 1917. Dans le lieu-dit Cova da Iria, 3 petits bergers ont été témoins, il y a plus de 100 ans, d'une apparition de la Vierge Marie, alors qu'ils étaient en train de garder leur troupeau de brebis. Lucia, âgée de 10 ans, et ses cousins Francisco et Jacinta, âgés respectivement de 9 et 7 ans, étaient agenouillés pour réciter leur chapelet sous les 12 coups de midi, lorsque leur prière fut interrompue par 2 brillants éclairs venus déchirer un ciel pourtant sans nuages. À quelques mètres d'eux, sur les branches d'un chêne vert, une belle dame plus étincelante que le soleil leur aurait demandé de revenir ici le 13 de chaque mois, durant 6 mois consécutifs, leur recommandant de réciter souvent le chapelet et de prier pour les pécheurs du monde entier. Les enfants se plieront aux exigences et retourneront chaque 13 du mois pour vivre de nouvelles apparitions, peu à peu accompagnés de fidèles ayant entendu parler des miracles. Le 13 juillet, la foule des curieux se chiffre à 5000 et en août à près de 20 000. À quelques forêts d'oliviers du lieu de culte se trouve le village dans lequel ont vécu les 3 enfants. Un monument y a été érigé pour commémorer la 4e apparition de la Vierge, ayant eu lieu le 19 août 1917. Le 13 octobre 1917, en dépit de la pluie, environ 70 000 personnes accourent devant le chêne des apparitions désormais célèbre. C'est ce jour-là qu'aura lieu le dit miracle du soleil, un phénomène céleste observé par la foule et aperçu distinctement à plusieurs kilomètres à la ronde. Les participants décriront par la suite des phases successives durant lesquelles ils auraient observé le soleil sous forme d'un disque argenté mat avec une couronne brillante tournant dans le ciel et projetant les couleurs de l'arc-en-ciel tant sur les nuages que sur le paysage et la foule rassemblée. Suite à ce phénomène céleste, la plus âgée des 3 enfants, Lucia, annonce à la foule que la Vierge a promis que la guerre finirait bientôt et que les soldats rentreraient au pays. Elle demande également la construction d'une chapelle dédiée à Notre-Dame du Rosaire. Certains fidèles présents lors du miracle du soleil vont s'investir pour mener à bien la construction
de la célèbre chapelle des apparitions. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Nouvel Angle. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver à la télévision française tous les jours, ainsi que sur notre site web ntdtv.fr. Nous sommes également sur une toute nouvelle plateforme, Gaming World, un univers propre et soigné, exempt de contenu pornographique, violent ou dangereux. Vous pouvez laisser 1 € mensuel ou plus sur le compte Patreon de Nouvel Angle afin de soutenir le journalisme indépendant. Je vous remercie d'avoir suivi Nouvel Angle et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.